Lors de notre réunion de famille, ma sœur aînée, Maria, m'a poussé dans le lac et Harry pendant que je luttais pour respirer. Ne sois pas si dramatique, a-t-elle ricané, tandis que mes parents regardaient en silence. Je n'ai pas discuté. 2 semaines plus tard, son fonds universitaire avait disparu. Et moi aussi. Je m'appelle Bella, j'ai 22 ans, et ma propre sœur m'a poussé dans un lac et Harry pendant que je me noyais. Avant de vous raconter comment j'ai détourné l'intégralité de son fonds universitaire de 50 000 € et disparu sans laisser de traces, dites-moi d'où vous me regardez dans les commentaires. J'adorerais voir jusqu'où mon histoire peut voyager. C'était notre réunion de famille annuelle, qui se tenait au chalet au bord du lac, un chalet qui appartenait à la famille de ma mère depuis des générations. L'air sentait les aiguilles de pin et la fumée du barbecue. Des parents éloignés, que je ne voyais qu'une fois par an, déambulaient, riant et prenant des nouvelles. En surface, c'était l'image parfaite d'une famille américaine heureuse. Mais pour moi, ce n'était qu'une autre scène pour la pièce de théâtre préférée de ma famille, une pièce où l'on me donnait le même rôle, année après année, celui de la petite sœur fiable, responsable, et totalement invisible. Ma sœur aînée, Maria, était la star du spectacle. À 24 ans, elle était charmante, athlétique, et avait le don de faire en sorte que tout le monde se sente comme son meilleur ami, juste avant de leur demander une faveur. Elle se tenait au bord du vieux ponton en bois, une canette de bière à la main, racontant une histoire exagérée à nos cousins. Je passais simplement à côté pour prendre un soda dans la glacière. « Salut, petite sœur », lança-t-elle d'une voix pâteuse, un sourire narquois aux lèvres. « Tu penses à tout cet argent que mamie t'a laissé ?» Je l'ai ignoré, ma main se tendant vers une canette fraîche. C'était son sujet de prédilection. Mon héritage. Pas notre héritage, le mien. Un fait qui irritait ma famille, chaque jour qui passait. « Ne sois pas comme ça », dit-elle en se plaçant devant moi. J'ai essayé de la contourner, mais elle a posé une main sur ma poitrine. « Tu sais, tu es toujours si sérieuse. Tu as besoin de te détendre. » Et puis, elle m'a poussé. Violemment. Le monde a basculé. Un instant, j'étais sur le bois solide du ponton. L'instant d'après, je tombais à la renverse dans l'eau trouble et incroyablement froide du lac. Le froid fut un choc physique, chassant l'air de mes poumons. Je suis remonté à la surface en crachant, en suffoquant, les cheveux plaqués sur mon visage. Ma tête a replongé alors que j'essayais de reprendre mes esprits. Les rires venant du ponton m'ont frappé avant même que l'air n'atteigne mes poumons. C'était Maria, pliée en deux, me montrant du doigt. « Ne sois pas si dramatique », a-t-elle hurlé. Mes parents, Rebecca et David, regardaient depuis la véranda. Ils souriaient, sans chercher à m'aider, se contentant de regarder pendant que je luttais pour respirer. Une douleur aiguë a traversé ma vieille blessure à l'épaule, et une panique familière a commencé à m'étreindre la poitrine, alors que l'eau glacée choquait mon organisme. Je n'étais pas dramatique. J'étais en réel danger. Et à cet instant, en les voyant rire, j'ai su que quelque chose en moi s'était finalement brisé. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je me suis juste débattu pour regagner la rive, les poumons en feu. 2 semaines plus tard, son fonds universitaire avait disparu. Et moi aussi. Le trajet de retour de la réunion fut silencieux. J'étais assise à l'arrière, enveloppée dans une serviette humide et moisie, la climatisation de la voiture me semblant glaciale sur la peau. Le sifflement dans ma poitrine s'était calmé pour devenir un faible murmure, un rappel constant de l'effet du choc thermique sur ma respiration. Maria était sur le siège avant, fredonnant au rythme de la radio, gloussant de temps à autre. Mes parents discutaient de ce qu'ils devaient acheter à l'épicerie. C'était comme si la dernière heure n'avait jamais eu lieu, comme si leur plus jeune fille ne s'était pas noyée sous leurs yeux. Mais pour moi, cette heure avait duré une éternité. Le froid du lac avait choqué mon corps, mais c'était la froideur dans leurs yeux qui avait gelé quelque chose au plus profond de moi. Cela a fait remonter une décennie de souvenirs, un long film muet de ma propre vie se déroulant dans ma tête. Je me suis souvenu de mes 16 ans, si fier de ma voiture, une berline cabossée mais fiable, que j'avais achetée avec l'argent de mon petit boulot. Une semaine plus tard, Maria, qui venait de se faire suspendre son permis pour excès de vitesse, l'a prise sans demander et l'a enroulée autour d'un poteau téléphonique. Quand je l'ai découvert, ma mère m'a prise à part, sa voix douce et suppliante. Elle a fait une erreur, Bella. Elle se sent terriblement mal. Sois une bonne sœur. L'argent que ta grand-mère économise pour toi peut couvrir les frais, n'est-ce pas?
J'ai fini par payer les dégâts. Maria ne m'a même jamais dit merci. Je me suis souvenu de mon 20e anniversaire. Je voulais aller dîner dans un bon restaurant avec ma famille. Au lieu de ça, j'ai passé la nuit à virer 5000 € à Maria. Elle était à Las Vegas avec ses amis et avait, selon ses propres mots, traversé une mauvaise passe. Mon père m'a tapé sur l'épaule quand j'ai raccroché. C'est ma fille. Toujours responsable. La famille est de la famille. Ma grand-mère, la mère de ma mère, avait tout vu. C'était une femme silencieuse, observatrice, qui avait bâti une entreprise de construction prospère à partir de rien. Elle voyait comment j'économisais mon argent, pendant que Maria flambait son argent de poche. Elle voyait comment j'étudiais pour mes examens, pendant que Maria faisait la fête. Elle voyait comment j'étais toujours celle qui devait réparer les pots cassés. Quelques mois avant son décès, elle m'a fait asseoir dans son atelier, l'air chargé de l'odeur de la sueur et du vernis. Elle m'a tendu un lourd registre relié en cuir. L'argent est un outil, Bella, avait-elle dit, sa voix rauque mais ferme. Il peut construire une vie, ou il peut être une béquille pour ceux qui refusent d'apprendre à marcher. Je te fais confiance pour être une bâtisseuse. Quand elle est morte, elle m'a légué la majeure partie de sa succession, une somme considérable incluant des investissements et des biens immobiliers. Maria a reçu une somme symbolique, et mes parents ont eu la maison familiale et une pension. Le testament était clair. L'argent était à moi, et je devais le gérer moi-même à mes 22 ans. Ma grand-mère m'avait fait confiance, à moi, et non à eux, et ils ne me l'avaient jamais pardonné. Le silence dans la voiture fut finalement rompu par ma mère. « Bella, ma chérie, tu te sens mieux ?» Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé par la fenêtre. « Arrête de faire ton bébé », grogna Maria depuis l'avant. C'était une blague. « Maria », dit mon père, sa voix dénuée de tout vrai reproche. Mais elle a raison, Bella. Tu as toujours été trop sensible. Je suis rentré, j'ai pris une douche, et je suis allé dans ma chambre. Le froid n'était plus seulement dans mes os. Il était dans mon cœur. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé la seule personne qui, je le savais, comprendrait, Michel. Nous étions meilleurs amis depuis la maternelle, et elle avait été un témoin de première ligne de la dynamique de ma famille pendant des années. « Ils ont fait quoi ?» dit-elle, sa voix un grondement sourd après que je lui ai raconté l'histoire. Je pouvais l'imaginer faisant les 100 pas dans son petit appartement, passant une main frustrée dans ses cheveux. Ils ont juste ri, Michel. Comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais vue. J'arrive, dit-elle. Elle était là en 15 minutes, un sac de hamburgers bien gras à la main. Nous nous sommes assises dans ma chambre, et pour la première fois de la journée, j'ai senti une lueur de chaleur. Il ne s'agit pas seulement du lac, Bella. Tu le sais, n'est-ce pas, dit-elle en me tendant un hamburger. Je n'avais pas faim, mais je l'ai pris quand même. Combien de fois l'as-tu tiré d'affaire? Combien de prêts leur as-tu fait, en sachant que tu ne reverrais jamais l'argent? J'ai juste haussé les épaules, jouant avec l'emballage. Ils ne prennent pas seulement ton argent, ma belle. Ils prennent ta vie. Ils te manquent de respect parce qu'ils savent que tu vas juste encaisser. Tu es leur filet de sécurité, leur carte sortie de prison. Elle se pencha en avant, ses yeux intenses. As-tu déjà, ne serait-ce qu'une seule fois, senti qu'ils t'aimaient sans condition? Sans qu'ils aient besoin de quelque chose de toi? Sa question m'a frappé plus fort que l'eau froide. J'ai essayé de penser à un seul exemple, un seul souvenir où leur affection n'était pas liée à ma docilité ou à mon portefeuille. Rien ne m'est venu. Le silence s'est étiré, rempli d'une terrible et nouvelle prise de conscience. Des larmes, que je ne savais même pas présentes, ont commencé à monter. Je me suis détourné, ne voulant pas qu'elle me voie. Elle a fait semblant de ne pas remarquer. Après le départ de Michel, je me suis surprise à sortir un vieil album photo. Nous étions là, une famille de 4, souriant à Disney World. J'avais environ 10 ans. Je me souvenais de ce voyage. Je me souvenais que mon père avait perdu son portefeuille, et que j'avais offert les 200 € que j'avais économisés pour une nouvelle console de jeux vidéo, afin d'aider à payer l'hôtel. Ma mère m'avait serré dans ses bras en m'appelant sa petite héroïne. À l'époque, j'avais ressenti une immense fierté. Maintenant, en regardant la photo, tout ce que je voyais, c'était le début d'un schéma. J'ai tourné les pages, chaque photo souriante étant un mensonge. Des photos de remise de diplômes, des matins de Noël, des fêtes d'anniversaire.
Chaque étape importante était entachée par une transaction, un sacrifice de ma part qui était attendu, et non apprécié. J'ai refermé l'album, un profond sentiment de deuil m'envahissant. Je ne pleurais pas seulement la famille que j'avais. Je pleurais la famille que je pensais avoir, celle en laquelle j'avais désespérément voulu croire. Les visages heureux sur les photos étaient des étrangers, et j'étais une étrangère dans ma propre maison. Je suis restée assise là, dans le noir, les larmes coulant enfin, pleurant pour la petite fille sur les photos, qui voulait simplement que sa famille l'aime pour qui elle était, pas pour ce qu'elle avait. Les jours suivants furent un brouillard de politesse forcée. Ma famille agissait comme si rien ne s'était passé, ce qui était, d'une certaine manière, pire que s'ils avaient été en colère. C'était une invalidation totale de mon expérience. « Tu veux des œufs ?» me demandait ma mère en préparant le petit déjeuner. Maria me demandait d'emprunter mon chargeur de voiture. Mon père me demandait de l'aide pour le jardinage. C'était normal, et ça me rendait folle. Le point de rupture, le moment qui a transformé mon deuil en une détermination froide et dure, est arrivé un jeudi soir. Je descendais pour un verre d'eau quand j'ai entendu les voix de mes parents venant du salon. Je me suis arrêté en bas des escaliers, caché par l'ombre. Elle a à peine dit un mot en 3 jours, disait ma mère, Rebecca, sa voix empreinte de frustration. Ce traitement silencieux est tellement puéril. Elle s'en remettra, grogna mon père, David, de derrière son journal. Elle le fait toujours. Nous ne pouvons pas nous permettre qu'elle s'en remette maintenant, David, rétorqua-t-elle sèchement. Maria a besoin de la compte pour son programme de MBA avant la fin du mois. 50 000 €. Tu as oublié? Bien sûr que je n'ai pas oublié. Que veux-tu que je fasse? C'est une adulte. On ne peut pas simplement prendre l'argent. Il y eut une pause. Puis la voix de ma mère baissa, devenant un murmure conspirateur. Je parlais à ma sœur, Carole. L'entreprise de construction de son mari a des problèmes de trésorerie, une crise temporaire. Et si? Et si on disait à Bella que nous avons des problèmes? Que l'entreprise est au bord de la faillite, et que nous avons besoin qu'elle se porte co-cautionnaire pour un prêt afin de la sauver. Mon sang se glaça. Elle ne le fera jamais, dit mon père d'un ton dédaigneux. Elle le fera si nous présentons bien les choses, insista-t-elle. On en fait une question de famille, de responsabilité. On lui dit que c'est le seul moyen de garder un toit au-dessus de nos têtes. On obtient le prêt, on donne les 50 000 € à Maria, et ensuite, eh bien, on trouvera une solution pour le reste. Elle doit être responsable de sa sœur. C'est la bonne chose à faire. J'ai cru que j'allais vomir. Ce n'était plus de la simple cupidité. C'était un complot calculé. Il ne profitait pas seulement de ma générosité. Il prévoyait de me tromper activement, de me piéger dans l'endettement pour financer la vie de ma sœur. Je me suis éloigné des escaliers, le cœur battant à tout rompre, et je suis retourné dans ma chambre avant qu'il ne puisse m'entendre. J'ai fermé la porte, le dos pressé contre elle, et je me suis laissé glisser au sol. C'était une chose d'être considéré comme acquise. C'en était une autre d'être la cible d'un complot ourdi par ses propres parents. Le lendemain, j'ai essayé de parler à mon petit ami, Jesse. Nous sortions ensemble depuis environ 1 an. Il était intelligent, ambitieux, et je pensais qu'il était de mon côté. Nous nous sommes retrouvés pour un café, et je lui ai tout déballé. Le lac, l'historique des demandes financières, la conversation que j'avais surprise. Je m'attendais à de l'indignation. Je m'attendais à ce qu'il me dise de fuir. Au lieu de cela, il a remué son café au lait, un froncement de sourcils pensif sur le visage. Waouh, ça fait beaucoup, Bella. Beaucoup, Jessie? Il prévoit de m'escroquer. Eh bien, peut-être pas escroquer, dit-il prudemment, évitant mon regard. Peut-être qu'ils sont juste désespérés. Et ce n'est qu'une signature, non? Pour la famille. Tu ne veux pas être celle qui brise ta famille pour de l'argent, n'est-ce pas? Pense à ce que les gens diraient. Je l'ai fixé, la tasse de café figée à mi-chemin de mes lèvres. Ce que les gens diraient? Il ne s'agissait pas de ce qui était juste ou faux. Il ne s'agissait pas de mon bien-être. Il s'agissait des apparences. Et à cet instant, j'ai réalisé que pour lui, mon héritage n'était pas un fardeau que je portais. C'était un avantage dont il profitait. Les bons dîners, les week-ends escapades, ma stabilité financière faisait partie de mon attrait. Ma douleur n'était qu'une complication gênante.
Je dois y aller, dis-je, me levant si brusquement que la table a tremblé. Ce soir-là, j'ai rappelé Michel. Je lui ai tout dit. Le complot, la réaction de Jessie. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, je connais une avocate, Bella. Ma tante a fait appel à elle pour son divorce. Elle est coriace et elle est intelligente. Elle s'appelle Sarah Blackwood. Je pense que tu devrais l'appeler. Pas pour les poursuivre en justice, juste pour connaître tes droits, pour savoir à quoi tu fais face. Elle m'a envoyé son numéro par texto. Je l'ai fixé pendant 10 bonnes minutes avant que mon pouce n'appuie finalement sur le bouton d'appel. Le bureau de Sarah Blackwood se trouvait dans un immeuble élégant et moderne du centre-ville. C'était comme un autre monde comparé à la maison de banlieue de ma famille. Sarah elle-même avait la fin de la quarantaine, avec des yeux vifs et intelligents, et une attitude calme et pragmatique. Elle a écouté toute mon histoire sans m'interrompre, son stylo griffonnant parfois une note sur un bloc-notes. Quand j'ai eu fini, je me sentais émotionnellement vidé, comme si je venais de courir un marathon. Elle m'a regardé, son expression un mélange de professionnalisme et de véritable empathie. Bella, commença-t-elle, sa voix stable et rassurante. Soyons parfaitement clairs. Les actifs que votre grand-mère vous a laissés sont à vous, et à vous seul. Vous n'avez aucune obligation légale de payer pour l'éducation de votre sœur, sa voiture, ou son style de vie. La seule obligation que vous ayez est celle, émotionnelle, qu'ils ont fabriquée et exploitée pendant des années. L'entendre énoncer si clairement, si légalement, c'était comme si un poids physique m'était enlevé des épaules. Le plan que vous avez surpris, continua-t-elle, son ton se durcissant légèrement, n'est pas seulement moralement répréhensible. Il frise l'association de malfaiteurs en vue d'une escroquerie. Si vous signez ce prêt sous les faux prétextes qu'ils ont créés, vous seriez légalement responsable. Et ils le savent. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Nous avons discuté des options. Nous avons parlé de fiducie et de fondation. Nous avons parlé de limites. Pour la première fois, je ne parlais pas seulement de mes sentiments. Je parlais de stratégie. J'ai quitté son bureau en me sentant différente. Le deuil était toujours là, une douleur sourde dans ma poitrine, mais pour la première fois, il était mêlé à autre chose, une lueur de pouvoir, un sentiment de contrôle. Il m'avait poussé dans le lac, s'attendant à ce que je m'agite, que je barbote, et que je finisse par céder. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point d'apprendre à construire un barrage. Les 2 semaines qui ont suivi ma rencontre avec Sarah Blackwood ont été les plus calmes et les plus intenses de ma vie. À l'extérieur, j'étais placide, obéissante. Je suis redevenu la Bella à laquelle ils étaient habitués. Je répondais aux questions de ma mère sur ma journée. Je laissais Maria me battre aux jeux vidéo. J'ai même aidé mon père à nettoyer le garage. Je jouais un rôle. Et je n'avais jamais été une actrice aussi convaincante. À l'intérieur, cependant, une tempête faisait rage. Chaque sourire poli était un masque. Chaque hochement de tête approbateur, un coup d'échec soigneusement placé. Je n'étais plus une victime réagissant à leurs caprices. J'étais une architecte, concevant ma propre sortie. Mon premier coup fut de tâter le terrain, de confirmer ce que je savais déjà au fond de mon cœur. Un soir, au dîner, j'ai poussé un lourd soupir. J'ai eu de mauvaises nouvelles aujourd'hui, dis-je, en remuant ma purée dans mon assiette. Cette action technologique dans laquelle j'avais investi une partie de mes économies a chuté. J'ai perdu une somme d'argent importante. La réaction fut instantanée et révélatrice. La fourchette de ma mère tomba bruyamment dans son assiette. Quoi? Combien? Beaucoup, dis-je vaguement, observant leur visage. Il faudra du temps pour me rétablir. Je vais devoir être très prudente avec mes finances dans un avenir proche. Je l'ai vu. Pas la moindre once d'inquiétude pour moi ou pour ma prétendue perte financière. Juste une panique pure et sans phare. Le visage de ma sœur Maria s'assombrit. Tu plaisantes, j'espère? Et mon MBA alors? Les frais de scolarité sont dus. Je suis désolé, Maria, dis-je en la regardant dans les yeux. Je ne pense pas pouvoir aider avec ça pour le moment. Comment ça, tu ne peux pas aider, s'exclama ma mère, Rebecca, sa voix montant d'un ton. Tu ne peux pas être aussi irresponsable avec cet argent, Bella. Ta grand-mère te l'a laissé pour construire un avenir, pour la sécurité de cette famille, pas pour le dilapider en bourse. L'hypocrisie était si épaisse que j'aurais pu m'en étouffer. C'était la confirmation finale.
Ma valeur à leurs yeux n'était pas celle d'une fille ou d'une sœur, mais celle d'un compte en banque, d'une ressource. Et maintenant que la ressource était supposément menacée, le mince vernis d'affection familiale s'était effrité, révélant la cupidité laide et désespérée qui se cachait en dessous. Le lendemain, j'ai commencé à construire mon arche. J'ai eu plusieurs autres rendez-vous discrets avec Sarah. Nous avons élaboré le plan. Les 50 000 € que mes parents attendaient pour Maria se trouvaient sur un compte d'épargne à haut rendement à mon nom. Ça avait toujours été mon argent, destiné dans mon esprit à son éducation par un sens du devoir mal placé. Maintenant, il allait être réaffecté. Sarah m'a aidé à rédiger les documents pour créer une fondation de bourse d'études privées. C'était une manœuvre juridique simple. Je ferai don des 50 000 € à cette nouvelle fondation, qui attribuerait ensuite des bourses à des étudiants méritants de ma communauté locale. Nous lui avons même donné un nom, une touche finale d'ironie poétique. Nous l'avons appelée la Fondation de Bourse Wilson. Wilson était notre nom de famille. Pendant que Sarah s'occupait du cadre juridique, je m'occupais de la logistique de ma fuite. J'avais un diplôme en design graphique, et j'ai discrètement envoyé mon portfolio à plusieurs agences dans une ville à 3 états de là, un endroit où je ne connaissais personne, un endroit où je pourrais être anonyme. En 2 semaines, j'ai décroché un entretien prometteur par Zoom. Quelques jours plus tard, ils m'ont offert un poste de designer junior, sous réserve de vérification de mes antécédents. J'ai accepté sur le champ. J'ai trouvé un petit appartement en ligne et j'ai payé le premier mois de loyer et la caution depuis un nouveau compte en banque dont ma famille ignorait tout. J'ai commencé à faire mes valises tard le soir, une boîte à la fois, les cachant au fond de mon placard. Mes biens les plus précieux, les vieux outils de ma grand-mère, ma collection de livres de design vintage, les photos de moi et Michel. Ma vraie vie. Un après-midi, j'ai surpris ma mère au téléphone, la voix tendue par le stress. Elle était dans la cuisine, dos à moi. « Je ne sais pas quoi te dire, Carole, disait-elle. Tu auras ton argent. J'ai besoin de plus de temps. L'affaire de David a échoué. Nous comptions sur. Donne-moi juste jusqu'à la fin de l'année. » Voilà donc une bribe de vérité. Ma tante, celle qui était toujours si gentille avec moi, était une créancière. Sa gentillesse n'était que la pression d'un étau, se resserrant lentement. Il ne s'agissait pas seulement de donner une longueur d'avance à Maria. Il s'agissait de se sortir eux-mêmes d'un trou qu'ils avaient creusé avec ma propre tante. La complexité de leur tromperie était plus profonde que je ne l'avais même imaginé. Toutes les pièces étaient en place. La fondation était légalement créée. Le travail était assuré. L'appartement attendait. Il ne restait plus qu'à partir. Ma famille, inconsciente du raz-de-marée qui allait les frapper, a décidé de mettre en scène son acte final. Ma mère a annoncé que nous aurions un dîner de réunion de famille spéciale. Son ton était artificiellement joyeux, comme toujours quand elle était sur le point de demander quelque chose d'important. Elle a préparé mon plat préféré, du poulet rôti avec des pommes de terre au romarin. Toute la maison sentait le foyer que j'étais sur le point de quitter pour toujours. Nous nous sommes assis à la table de la salle à manger, la belle porcelaine brillant sous les lumières. On se serait cru dans une scène de film, un drame familial tendu se jouant en temps réel. Mon père s'est raclé la gorge. Ma mère a croisé les mains sur la table, et Maria s'est adossée à sa chaise avec un air de supériorité. « Bella » commença ma mère, sa voix suintant une sincérité feinte. « Nous devons parler en famille. » Je l'ai simplement regardé, mon expression neutre. J'avais répété ce moment dans ma tête une centaine de fois. « Ton père et moi. Nous traversons une période difficile, dit-elle, une seule larme parfaite roulant sur sa joue. Les affaires ne vont pas bien. Nous sommes confrontés à une crise, et nous risquons de tout perdre. » Mon père a hoché la tête sombrement, jouant son rôle. « Nous avons besoin de ton aide, ma chérie. Nous ne le demanderions pas si ce n'était pas une question de vie ou de mort. » Il a fait glisser une liasse de papier sur la table, une demande de prêt, exactement comme je l'avais entendu. Il voulait que je me porte garante pour un prêt massif, en utilisant mon portefeuille d'investissement comme garantie. « Ce n'est qu'une signature, » murmura ma mère, ses yeux suppliants. « Pour sauver ta famille. » Maria a ajouté son grain de sel, le coup de grâce. « Il est temps de devenir une adulte, petite sœur. Il est temps de prendre de vraies responsabilités. » J'ai baissé les yeux sur les papiers. J'ai regardé leur visage plein d'attente, l'espoir désespéré dans les yeux de ma mère, l'exigence sévère dans ceux de mon père,
le sourire arrogant de ma sœur. J'ai vu toute cette pièce pathétique et tragique pour ce qu'elle était, et je n'ai rien ressenti. La colère s'était consumée, laissant place à un calme froid et limpide. J'ai pris le stylo qu'ils avaient si obligeamment placé à côté des documents. Je l'ai tenu un instant. Je pouvais voir la victoire dans leurs yeux. Ils pensaient avoir gagné. Puis, j'ai délicatement reposé le stylo sur la table, intact. Je me suis levé. Non, dis-je. Ma voix était calme, mais elle a résonné dans la pièce soudainement silencieuse. Quoi, haleta ma mère. Non, ai-je répété, un peu plus fort cette fois. Je les ai regardés dans les yeux, un par un. Je ne signerai rien. J'ai tourné les talons et j'ai quitté la salle à manger, les laissant figés dans un tableau d'incrédulité. Je suis monté, j'ai attrapé les 2 sacs de sport que j'avais préparés avec mes affaires essentielles, je suis sorti par la porte d'entrée, je suis monté dans ma voiture, et je suis parti sans un regard en arrière. Le véritable dénouement n'a pas eu lieu dans un éclat de voix, mais avec une lettre. 3 jours plus tard, ma sœur Maria, convaincue que ma petite crise était terminée, est entrée dans l'agence principale de notre banque locale. Elle s'est adressée au conseiller en clientèle privée qu'on lui avait dit de voir pour organiser le virement de ses frais de scolarité. Elle est probablement entrée avec assurance, s'attendant à un traitement de faveur. Elle a donné son nom au conseiller et a expliqué qu'elle était là pour accéder aux fonds que sa sœur lui fournissait pour son MBA. Le conseiller, une femme polie d'une 50aine d'années, a tapé son nom dans le système. Elle a froncé les sourcils. Elle l'a tapé à nouveau. Je suis désolé, mademoiselle Wilson. Je ne vois aucune note ici concernant un virement. Ça vient du compte de ma sœur, Bella Wilson, a probablement dit Maria, la voix teintée d'agacement. Encore quelques frappes au clavier. Une pause plus longue. Mademoiselle Wilson, dit la conseillère, sa voix soigneusement neutre, le compte auquel vous faites référence a été clôturé il y a 2 jours. Les fonds ont été transférés. Transférés où? C'est mon argent, aurait-elle hurlé, faisant se retourner les têtes dans le hall feutré de la banque. La conseillère aurait calmement expliqué que les fonds étaient légalement à mon nom et que j'avais tout à fait le droit de les déplacer. Mais ce n'était pas le meilleur. Le lendemain, une épaisse enveloppe couleur crème est arrivée chez nous, adressée à mademoiselle Maria Wilson. Elle avait l'air officielle, importante. Elle l'a probablement déchirée en pensant que c'était une sorte d'erreur de la banque qu'elle devait rectifier. À l'intérieur, sur un papier à en-tête lourd et gaufré, se trouvait une lettre. Elle commençait ainsi, « Chère mademoiselle Wilson, au nom de notre conseil d'administration, nous sommes ravis de vous informer que vous avez été nommée l'inspiration honoraire de la nouvelle fondation de Bourse Wilson. Un don anonyme généreux de 50 000 € a été fait au nom de votre famille pour fournir une aide financière à des étudiants brillants et méritants de notre communauté, qui ont surmonté d'importants obstacles personnels et financiers. Votre histoire d'ambition a inspiré notre bienfaiteur à redonner à ceux qui démontrent un véritable potentiel et une véritable autonomie. Je n'étais pas là pour le voir, mais je peux l'imaginer parfaitement. » La couleur quittant le visage de Maria. Ma mère saisissant la lettre, sa main tremblant en la lisant à haute voix. Mon père s'affaissant dans un fauteuil, le visage cendré. L'argent n'était pas seulement parti. Il avait été utilisé pour les humilier publiquement. Il avait été transformé en un monument à leur propre cupidité, un rappel caritatif permanent de ce qu'ils avaient perdu. Ils n'avaient pas seulement perdu l'argent. Ils avaient perdu le contrôle. Le pouvoir avait basculé, complètement et irrévocablement, et j'étais déjà à 3 états de là, en train de recommencer ma vie. Les retombées ont été immédiates, et exactement comme je l'avais prédit. Mon téléphone a commencé à exploser. Le premier appel venait de ma mère. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message qu'elle a laissé était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle, sa voix étranglée par de fausses larmes. « Bella, ma chérie, qu'as-tu fait? Il y a eu une terrible erreur. Tu dois nous appeler. Nous sommes si inquiets. Ce n'est pas toi. » L'appel suivant venait de Maria. Je n'avais pas besoin d'écouter le message vocal pour savoir ce qu'il disait. Ces textos, un flot de mots furieux et mal orthographiés, racontaient toute l'histoire. « Où est mon argent? Tu trouves ça drôle? Tu as ruiné ma vie. Tu es morte pour moi. » Puis est venu un texto de mon père, sec et froid, « Appelle ta mère. Tu l'as terriblement bouleversée. » J'ai lu les messages, écouté les quelques secondes du message vocal, puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années.
J'ai ouvert ma liste de contacts et, un par un, j'ai bloqué leurs numéros. Mère, père, sœur, même Jessie. Le sentiment de soulagement fut physique, une profonde bouffée d'air pur. Le silence qui a suivi était magnifique. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. C'était ma tante Carole. Sa voix était mielleuse. Bella, ma puce, c'est ta Tati. Ta mère est hors d'elle d'inquiétude. Nous le sommes tous. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison pour qu'on puisse en discuter? Quoi qu'il n'aille pas, nous pouvons l'arranger. Elle s'inquiétait du prêt que mes parents lui devaient. Je vais bien, tante Carole, dis-je, ma voix calme et assurée. Il n'y a rien à discuter. Ils ne sont plus ma famille depuis longtemps. Et avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché et bloqué son numéro aussi. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas facilement. Leur coup suivant, comme Sarah m'en avait averti, fut une tentative désespérée et pathétique d'utiliser les autorités pour me contrôler. Un soir, on a frappé à la porte de mon nouvel appartement. Mon cœur a fait un bond, mais j'ai regardé par le Judas et j'ai vu 2 policiers. J'ai ouvert la porte. Puis-je vous aider? Êtes-vous Bella Wilson? A demandé l'un d'eux. C'est bien moi. Madame, nous avons reçu un appel de votre famille. Ils ont demandé une vérification de bien-être, affirmant qu'ils s'inquiétaient pour votre sécurité. Ils ont dit que vous étiez parti dans des circonstances inhabituelles. J'ai dû me retenir de rire. Messieurs les agents, j'ai 22 ans. Je ne suis pas porté disparu. J'ai déménagé ici pour un nouveau travail. Je suis parfaitement saine et sauve. Je leur ai montré mon nouveau permis de conduire avec l'adresse locale et mon badge de travail. L'agent a hoché la tête, griffonnant dans son carnet. Donc, vous êtes parti volontairement? À 100%, ai-je dit. J'apprécierais que vous informiez ma famille que je vais bien et que je ne souhaite avoir aucun contact avec eux. Toute nouvelle tentative de leur part pour me contacter sera considérée comme du harcèlement. Ils ont été professionnels et ont compris immédiatement. Ils sont partis, et je savais que cette voie était désormais fermée pour ma famille. Ils avaient joué leur dernière carte, et perdu. Leur pouvoir sur moi était officiellement révolu. Ils ne pouvaient pas me forcer, pas me manipuler, et pas utiliser qui que ce soit d'autre pour m'atteindre. Il ne leur restait rien, sinon les conséquences de leurs propres actes. Et j'étais enfin, vraiment, libre. 6 mois ont passé. 6 mois de guérison silencieuse, heureuse, et parfois difficile. Ma nouvelle ville était vibrante et anonyme. Mon travail de designer junior était stimulant et épanouissant. J'étais entouré de gens qui me voyaient comme Bella, la fille douée avec les polices de caractère et qui a un sens de l'humour peint sans rire. Pas Bella, le distributeur de billets familial. Je me suis fait quelques amis au travail. Nous allions prendre un verre après une longue semaine ou faire de la randonnée le week-end. C'étaient des amitiés simples, faciles, libres du poids de l'histoire et des obligations. Plus important encore, je prenais soin de moi. J'ai trouvé un excellent kinésithérapeute qui m'a aidé à surmonter la douleur chronique à mon épaule. Avec chaque exercice, je me sentais devenir physiquement plus forte, et c'était un miroir de la force émotionnelle que je construisais. Sur sa recommandation, j'ai aussi commencé à voir un thérapeute. Nous avons parlé de limites, de culpabilité, de la redéfinition du mot famille. C'était un travail difficile de déballer 2 décennies de bagages émotionnels, mais c'était nécessaire. Un après-midi, un email est apparu dans ma boîte de réception, avec un objet qui m'a coupé le souffle, de la part de Lucie. Lucie était ma jeune cousine. Elle avait 16 ans, une fille calme et observatrice, toujours en périphérie lors des réunions de famille. Je me souvenais de l'avoir vue près du ponton ce jour-là, ses yeux grands ouverts avec une expression que je n'avais pas pu déchiffrer à l'époque. J'ai ouvert l'email. Salut, Bella. Je ne sais pas si tu recevras ce message. Maman a dit que personne ne devait te contacter, mais j'ai senti que je devais le faire. J'ai beaucoup pensé à cette journée au lac. J'ai vu ce que Maria a fait, et j'ai vu que tu étais vraiment en difficulté. Je voulais dire quelque chose, mais j'ai eu peur. Je suis vraiment désolé de ne pas l'avoir fait. Les choses ici sont folles depuis que tu es parti. Oncle David et tante Rebecca sont au plus mal. Maria a perdu sa place dans le programme de MBA et travaille dans un centre d'appel. Elle est en colère tout le temps. Mais il y a autre chose que tu devrais savoir.
La raison pour laquelle tout le monde était si désespéré. J'ai entendu ma mère, tante Carole, se disputer avec tante Rebecca au téléphone. L'entreprise de mon père est vraiment en difficulté, et ma mère avait prêté une énorme somme d'argent à tes parents il y a un moment. Elle menaçait de les poursuivre en justice s'ils ne la remboursaient pas. Ils n'essayaient pas seulement d'obtenir ton argent pour les études de Maria, ils essayaient de se sauver de ma mère. Ça ne rend pas ce qu'ils ont fait juste, pas du tout. Mais je pensais que tu devrais connaître toute l'histoire. J'espère que tu vas bien. Je suis vraiment contente que tu sois partie. Lucie, j'ai lu l'email 3 fois. Ce n'était pas un choc. Pas vraiment. C'était une confirmation des pièces éparses du puzzle que j'avais déjà rassemblé. Cela n'a pas changé mes sentiments, et cela ne m'a certainement pas fait de peine pour eux. Leur désespoir n'excusait pas leur cruauté, mais il apportait un éclairage final et clarificateur sur toute cette situation sordide. Cela a renforcé ma décision. Je ne m'étais pas seulement échappé de la cupidité. Je m'étais échappé d'un navire en perdition, un vortex de mauvaises décisions et de mesures désespérées qui m'auraient sans aucun doute entraîné par le fond avec eux. J'ai répondu à Lucie, un email court et simple, merci de me l'avoir dit. Ça compte beaucoup. Je vais bien. J'espère que toi aussi. J'ai cliqué sur renvoyer, et avec cela, j'ai clos le dernier chapitre de mon ancienne vie. Cela fait plus d'1 an maintenant. Mon appartement ne semble plus nouveau. Il ressemble à un foyer. La fenêtre au-dessus de mon bureau donne sur la ville, un paysage de lumière scintillante et de possibilités infinies. Mon épaule me dérange rarement maintenant, une douleur sourde les jours de pluie et tout ce qui reste. La semaine dernière, une autre lettre est arrivée. Celle-ci ne venait pas d'un avocat ou d'un parent désemparé. Elle était sur du papier simple, ordinaire. L'adresse de retour provenait du collège communautaire local. Je l'ai ouverte. C'était d'une jeune femme, une étudiante en soins infirmiers. Elle était la première bénéficiaire de la fondation de Bourse Wilson. Elle écrivait qu'elle était une mère célibataire, travaillant 2 emplois pour joindre les 2 bouts, et que la bourse signifiait qu'elle pouvait en quitter un et passer plus de temps avec son fils. Cela signifiait qu'elle pouvait se payer ses manuels scolaires sans avoir à sauter des repas. Cela signifiait qu'elle pouvait entrevoir un avenir pour elle-même qui ne soit pas seulement une lutte quotidienne pour la survie. Je ne sais pas qui est le donateur anonyme, écrivait-elle à la fin. Mais si jamais vous avez l'occasion de le lui dire, s'il vous plaît, faites-lui savoir qu'il ne m'a pas seulement donné de l'argent. Il m'a donné de l'espoir. J'ai plié la lettre, un sourire sincère et non forcé sur mon visage. La douleur dans ma poitrine, qui avait été ma compagne constante pendant si longtemps, avait disparu. À sa place se trouvait une chaleur calme et constante. J'avais passé toute ma vie à croire que je devais m'immoler par le feu pour garder ma famille au chaud, pour finalement réaliser qu'il se tenait à côté des flammes, en se plaignant du froid. Mon acte de rébellion, né de tant de douleur et de colère, était devenu un acte de création. L'argent qu'ils considéraient comme leur droit avait été transformé en la chance de quelqu'un d'autre. En regardant les lumières de la ville, j'ai enfin compris. Parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est de s'en aller. Parfois, la famille la plus aimante n'est pas celle dans laquelle on est né, mais celle que l'on trouve, ou celle que l'on a le courage de construire pour soi-même, brique par brique, dans la paix tranquille de sa propre vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû faire un choix difficile pour protéger votre propre paix? Je serais honoré de lire vos expériences.